Bonjour à tous. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de la matinée, que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Je vous propose de continuer cette matinée autour d'une conversation autour de la voix du client et de l'authenticité qu'elle peut apporter au service d'une marque. Alors, comment incarner une marque de manière authentique? Comment créer de la conversation autour et avec une marque? Pour répondre à ces questions, donc je vous demande d'accueillir Emmanuel Maril, qui est le DG France d'Airbnb, Héloïse Laurent, responsable relations clients de Claudie Pierlot, et Maxime Garrigue, qui est le directeur général de l'agence Xprime. Donc merci à vous trois d'avoir répondu présent. Je suis très content déjà de vous avoir tous les trois, puisque à vous trois, en fait, vous représentez chacun dans votre métier 3 experts du sujet. Toi, Maxime, plutôt en tant que prestataire. Toi, Héloïse, la relation client voilà, d'une boutique assez traditionnelle, d'une grande maison qui est Claudie Pierlot. Et toi, Emmanuel, plutôt une nouvelle forme d'économie collaborative. Et du coup, votre point de vue va être très intéressant. Donc, pour commencer, Maxime, toi, chez Xprime, ton métier, c'est d'accompagner les directions dans leur réflexion de stratégie de marque et stratégie digitale. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la conversation est essentielle pour une marque ? Alors, déjà, la notion de marque et la notion de conversation sont totalement intermêlées, puisque qu'est-ce qu'une marque ? C'est en fait un concept, un mot qu'on a donné à un concept ou à une idée. Parce que si on prend l'exemple de Claudie Pierlot n'est pas quelque chose qui existe, c'est pas un arbre, c'est pas une feuille, c'est un concept. Pareil pour Airbnb. Donc la notion de marque est très interliée à la notion de conversation. Et d'ailleurs, tout le verbatim autour des outils de communication est très lié à la conversation. Quand une marque communique, on dit qu'elle prend la parole. On demande quelle est la personnalité d'une marque pour qu'elle s'exprime. On veut générer du bouche à oreille. En fait, la notion de marque, c'est de la conversation. Une marque, une bonne marque, c'est une marque qui converse. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, la question est liée à la confiance. Je crois que la notion de conversation et la confiance, là aussi, a été très liée, puisque, rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait du Web 2.0. Les plus vieux d'entre nous s'en rappellent. Maintenant, on parle de Web social. Mais une des révolutions du Web 2.0, c'est qu'entre consommateurs, on pouvait parler. Et il y avait notamment une forme de conversation qui était les formes de conversation asynchrones où le consommateur, quel qu'il soit, laissait des commentaires, des avis. Donc c'est une forme de conversation pour d'autres consommateurs qui, quand ceux-ci faisaient des recherches, tombaient sur ce contenu. Et évidemment, si les avis, les reviews, les commentaires étaient négatifs, on avait moins tendance à passer à l'acte d'achat. Et nos amis de chez Google ont breveté ça. Ils ont dit voilà, c'est le zero moment of truth. Donc ça, c'était un peu la première génération de conversation qui était liée à la confiance. Et la deuxième génération, c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'avènement, je crois que c'est Julien quand il était sur scène, de tout ce qui est l'audience sur les messageries, etc. Cette conversation est de plus en plus live. Et aujourd'hui, cette conversation live, si on ne génère pas une conversation positive et in fine une conversation de confiance, on a un vrai impact sur le business, tout simplement. Et une bonne marque, aujourd'hui, une marque dans laquelle on a totalement confiance. Voilà notre vision de la chose, en fait, tout simplement. Donc c'est super intéressant, parce qu'en fait, là, tu nous dis que la conversation, elle est génératrice de confiance, et du coup, que la confiance est au cœur du business. Que la conversation va driver du business. Totalement. Et donc, Héloïse, toi, en tant que responsable relations clients, moi, je suis dans le monde de la relation client depuis à peu près 5 ans que je suis chez iAdvise. Toutes les marques que je rencontrais, jusqu'à encore il y a peu, et les directions relations clients me disaient, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est éviter d'avoir un contact avec le client. Parce qu'en fait, le contact client, ça nous coûte cher. Et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer nos coûts. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de changer complètement de braquet et de se dire, en fait, la conversation, elle génère de la valeur et elle génère du business. Quelle est votre position autour de ça chez Claudie Pierlot ? Exactement. En fait, chez Claudie Pierlot, ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est vraiment d'augmenter les conversations qu'on a avec nos clientes. On veut avoir de plus en plus de points de contact avec elles, d'interactions, parce que c'est vraiment ce qui va faire, ce qui va être le plus riche et ce qui va nous apporter le plus et ce qui va leur apporter. Et on va fidéliser nos clientes via la conversation. Et ce qui se passe, c'est que nous, donc, on a beaucoup de points de vente physiques, mais aujourd'hui, on a le marché digital, l'économie digitale, le marché digital qui grossit de plus en plus.
Et on essaye de recréer cette expérience dans nos boutiques, où là, on va reconnaître tout de suite Claudie Pierlot par le décor, par les conseils que vont apporter les vendeuses, par la façon dont les collections sont présentées à nos clientes. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette expérience-là en ligne ? Et du coup, ça va être par le chat, ça va être par la conversation, par apporter le meilleur conseil. C'est-à-dire que quand je vais sur le site de Claudie Pierlot, si j'ai du mal à me décider parce que j'ai un événement, etc., il faut qu'on puisse m'apporter ce conseil-là, ce conseil qu'une vendeuse physique m'aurait apporté. Et c'est dans cette optique qu'on a lancé d'abord le chat avec des agents professionnels, donc qui répondaient sur des plages horaires classiques, 9h-19h et le samedi, voilà, pour essayer de convertir et du coup d'aller vers ces conseils et vers ces achats ensuite. Profiter de toutes les opportunités de contact possibles. Exactement. Pour aller faire du business. Aussi. Et sauf qu'on s'est rendu compte que nos clientes, elles achètent pas seulement entre 9h et 19h, qu'on loupait des opportunités, on loupait des moments de conseil, des moments privilégiés avec elles sur le dimanche, au milieu de la nuit, parce que par exemple, nos opérations commerciales vont commencer à minuit. Mais à minuit, il y a déjà des clientes qui sont là, qui ont besoin qu'on les aide à se décider. Et du coup, comment est-ce qu'on va les accompagner sur ces moments-là ? Et c'est de cette réflexion qu'est partie l'idée d'experts rémunérés, c'est-à-dire de passionnés de la maison, de passionnés de mode, qui vont venir chatter sur ces plages horaires où nous, on n'était pas présents. Ok, donc vous avez choisi non pas d'étendre via un service d'agents professionnels le soir, le week-end, mais vous avez constitué en fait une communauté d'experts. Exactement. Rémunérés. Oui. Pour les conseils qu'ils apportent, les conversations qu'ils vont traiter et l'expérience qu'ils vont faire vivre aux clients. C'est ça, parce qu'on s'est rendu compte qui de mieux que des passionnés de nos maisons et des passionnés de mode pour conseiller nos clientes. Ils ont un regard à la fois externe de je suis quelqu'un, c'est un client qui parle à un client, mais et aussi une connaissance de la marque qui va leur permettre de vraiment aller être au plus juste. Et on voit quand on lit leurs conversations que c'est souvent d'une grande qualité, avec des vrais conseils, un vrai accompagnement, et qu'on a des liens qui sont tissés avec nos clientes. Et ce qu'on se dit, c'est que sur être un site où on propose ce service d'accompagnement, de conversation, ça nous différencie déjà de nos concurrents, et ça permet de tisser une certaine fidélité de nos clientes à notre maison. Ok, donc du coup, il y a vraiment toute la dimension expérientielle qu'il y a autour de ça. Et c'est ce qui est intéressant. Dans son introduction, Julien, tout à l'heure, nous disait que Airbnb, aujourd'hui, est cité systématiquement en référence quand il s'agit de parler d'une marque qui non seulement apporte un service, mais en fait, aujourd'hui, réussit véritablement à apporter une expérience. C'est quoi votre point de vue chez Airbnb autour de tout ça ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. La question est vaste quand même, parce que le mot expérience pour nous, c'est devenu une catégorie, une activité en tant que telle dans notre business. Et la place de la confiance, de l'authenticité sur Airbnb. C'est vrai. En fait, ce qui est très important, c'est que quand on arrive... Remettons-nous un peu en arrière. Il y a quelques années, on aurait dit à quelqu'un, vous allez laisser les clés de votre résidence principale, de votre maison, à un illustre inconnu. Vous ne l'avez jamais vu, jamais rencontré. Je pense que les gens auraient dit, allez, même pas en rêve. D'ailleurs, je pense que les gens disaient ça à l'époque, en fait. Et en réalité, on se rend compte aujourd'hui que par une somme de facteurs, le design, par exemple, le site internet d'Airbnb, il y a un label, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des hôtes qui ont un statut qu'on appelle super hôte. Quand on est super hôte, on a un petit label, un petit badge, et ce petit badge, en fait, il rassure. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est les commentaires, c'est-à-dire cette espèce de double notation. Donc en fait, on va faire confiance si moi, en tant que marque, je vous dis, attendez, allez-y, parce que vous allez voir là-bas, c'est absolument formidable. Vous pouvez me croire, mais c'est peut-être un peu plus complexe. En revanche, si toi, David, tu me dis, je suis allé chez telle personne et c'est génial, et qu'en fait, tu n'es pas seul, mais il y a 10 personnes qui vont dire exactement la même chose, et que c'est vrai, parce que pour noter sur Airbnb, il faut avoir dormi chez l'habitant, chez cette personne-là, et que c'est vrai, alors là, la conviction, elle est très très forte. Si tu rajoutes en plus de ça, vraiment le dernier élément qui était la garantie haute qui a été mis en place en 2011-2012, c'est-à-dire $1 million que tu vas donner, de garantie que tu peux avoir si jamais ton appartement est détruit ou vraiment de gros dommages, je pense que tu arrives à avoir une espèce de pyramide où la notion de confiance est quasi maximale. Et cette confiance-là, c'est le cœur d'Airbnb.
C'est le cœur du modèle aujourd'hui. Les gens ont confiance. Ils se disent, je vais aller chez quelqu'un ou je vais accueillir quelqu'un. Parce que faut aussi, on va chez quelqu'un. Quand on est en famille, qu'on a 2 enfants à l'arrière de la voiture et qu'on arrive sur nos destinations, il faut quand même avoir une sacrée confiance. On ne sait pas ce qui va se passer exactement. Et donc, je pense que cette notion de confiance, vraiment, c'est l'ADN, c'est le cœur même du modèle d'Airbnb. Que ce soit sur l'hébergement ou sur notre nouveau business qu'on a lancé il y a 1 an maintenant, la partie expérience, c'est la même chose. Via le système de rating, Via le système via de la double conversation notation. également. Ouais, double notation. C'est ça qui est important, c'est la double notation. Le voyageur note l'hébergeur et l'hébergeur note le voyageur. Et c'est ça c'est une espèce de tectonique de plaques, c'est ce qui maintient un bel équilibre aujourd'hui sur un site comme le nôtre. Et le conversationnel dans tout ça? Et le conversationnel, il se fait à 2 niveaux. Il se fait au niveau hôte. En réalité, moi j'avais été témoin, je t'avais raconté cette anecdote, j'avais été témoin d'une discussion, j'étais dans une boulangerie à Penvénan, nord de la Bretagne, et devant moi, il y avait une personne, c'est un peu ma vie privée, je suis désolé, c'est pas forcément passionnant. Emmanuel mais est enfin, breton. Voilà. Non, je suis nantais. Et donc Nantes n'est pas en Bretagne. Je sais pas, Voilà, on désolé, va pas amener les le débat Nantais là-dessus qui tout de suite, Ouais. ça fait que 10 minutes qu'on a commencé à discuter. Non, je ne vais pas poser la question. Alors, donc je suis nantais et j'étais en vacances dans le nord de la Bretagne, à Penvénan. Et j'étais à la boulangerie, je faisais la queue et devant moi, il y a une femme qui parle à la boulangère et qui lui dit « Ma fille a loué son appartement, enfin sa maison, sur Airbnb l'été dernier, elle a gagné 800 €. » Moi, je buvais du petit lait, j'étais là, bon, très bien, c'est bien. La boulangère de répondre « Ah, c'est super, c'est vachement intéressant » et d'interpeller la personne qui était à ma droite en disant « Tu devrais dire à ton fils de faire la même chose. » Moi, je me suis retrouvé au milieu de cette conversation, j'ai rien dit du tout. Je trouvais ça absolument formidable. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, quand la proposition de valeur et la confiance sont à des niveaux très élevés, le bouche à oreille devient un élément commercial et un élément de diffusion commerciale absolument colossal. Et le départ d'Airbnb, vraiment le tout départ d'Airbnb en France, c'est-à-dire en 2012, c'était des meet-up organisés sur le terrain avec 25-30 personnes, hébergeurs, qui se parlaient, qui se racontaient un peu leurs expériences. Alors moi j'ai eu un tel, j'ai eu des Américains, j'ai eu des Coréens, etc. Ça s'est super bien passé, ou il y a ça, il faut faire ça, il faut que tu trouves un endroit pour mettre ta clé, etc. etc. Et ça nous a permis, cette conversation vraiment sur le terrain, entre eux, directement, a été, je pense, l'élément déclencheur. Le marketing est arrivé, le marketing Airbnb est arrivé en 2015, de manière significative. Mais en 2015, il y avait déjà 200 ou 250 000 annonces sur le site, en France. Donc le conversationnel était au centre. Toi, Maxime, tu peux peut-être nous parler de, comme on le disait, tu accompagnes de grands annonceurs aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet sur lequel ils sont sensibles? Est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une transformation digitale qui est en train de s'opérer et il est nécessaire de saisir ces opportunités-là? Déjà, Emmanuel vient de le démontrer, la conversation est un formidable média. C'est-à-dire qu'une expérience positive, donc on a l'exemple sur Airbnb, mais génère de la conversation, cette conversation permet de recruter. Donc ça, c'est une évidence. On a aussi une logique de service client, on en parlait aussi juste avant. Aujourd'hui, basiquement, vous êtes une marque de grande consommation, vous vendez des produits à des Français, le législateur vous oblige à avoir un service consommateur, avec un fameux 0800, numéro vert ou numéro bleu, je ne sais plus. Aujourd'hui, ce même législateur ne vous oblige pas à avoir ce service consommateur sur le digital. Pourtant, aujourd'hui, le réflexe, c'est moins d'appeler un 0800 que plus interpeller votre marque à travers d'un WhatsApp, Twitter ou Facebook. Voilà. Et on rajoute une complexité à cette conversation, c'est qu'en général, à l'intérieur des organisations, pas chez Airbnb parce que vous êtes ce qu'on appelle un pure player, donc initialement vous êtes construit là-dessus, mais dans des organisations un peu plus classiques, les réseaux dits de conversation, Facebook, Twitter et compagnie, sont dirigés par la communication et ne sont pas dirigés par le service consommateur. Et en général, il y a un peu des guerres de clochers. Et aujourd'hui, effectivement, au-delà d'être perçu comme un média, la conversation est un outil de relation client et de service client qui participe à rendre positive l'expérience client. Et il y a un vrai enjeu de transformation digitale des métiers de l'entreprise. C'est comment je motorise ça à l'intérieur des boîtes pour que, je caricature, mais tout son enjeu chez Claudie Perlot, c'est que la vendeuse qui est dans une boutique, elle a un certain niveau, elle connaît très bien son produit. Si Claudie Perlot décide de mettre ses conversations digitales avec un centre d'appel je ne sais où, vous imaginez bien que ce n'est pas la même expérience client. C'est pour ça que...
C'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a fait comme premier travail déjà, c'est qu'on a travaillé notre charte relationnelle, ce qu'on appelle. Donc on s'est vraiment posé, on s'est demandé comment devait parler Claudie Pierlot, qu'est-ce qui était le discours, les mots qu'on devait employer, etc., pour réussir à déployer ça dans notre centre d'appel, pour que déjà ils véhiculent l'image de la marque au travers de leur discours. Et c'est ce qu'on a proposé aussi aux experts qui chattent pour nous, pour avoir toujours cette continuité dans le discours et donc dans les conseils qu'on va proposer. On essaie de les former au mieux aux collections comme le seraient nos vendeurs, même si c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement c'est pas la même population, ils font pas uniquement de l'avant-vente et du conseil, ils vont gérer tout ce qui est après-vente sur le site aussi. Et on a aussi entamé une transformation plutôt dans nos équipes où maintenant donc, le service client Claudie Pierlot fait partie de la direction digitale. Donc on est rattaché vraiment à la directrice digitale et on commence à intégrer une partie des réseaux sociaux, donc sur les conversations par exemple sur les messages privés Facebook, où maintenant c'est le service client qui répond, ce n'est plus la personne qui est en charge des social media. On n'est plus Donc, côté community management, c'est bon, il y a eu une vraie fusion des équipes entre le digital, le service client. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans chez tous les grands annonceurs. Hein. Ou à contrario, est-ce que l'avenir du service client, c'est pas de faire du community management ? Enfin, c'est notre façon de voir. Est-ce que justement ces gens qui avaient l'habitude de simplement entre guillemets répondre au téléphone, demain est-ce qu'il ne faut pas les former et les accompagner dans cette transition digitale ? C'est l'enjeu qu'on a aussi et qu'on essaye de sur lequel on essaye de commencer à travailler, c'est-à-dire comment est-ce qu'on forme des équipes qui faisaient des appels à répondre correctement sur Facebook, à répondre dans les bons délais, à reprendre ces codes qui n'avaient pas du tout à la base. Parce que la conversation, elle est quand même hyper exigeante. Tu prenais l'exemple de Airbnb tout à l'heure, mais finalement, quand je veux louer un bien, il y a plein de petites astuces dans l'expérience client. On me dit déjà de me présenter à l'hôte. Donc, on me demande de rentrer en conversation avec l'hôte. Et l'autre, il a la pression, il a moins de 48 heures pour répondre. Enfin, on essaye d'être dans une conversation hyper live. Je pense qu'il y a un impact sur le business. Oui, parce qu'en fait, tu te rends compte que une espèce de courbe, c'est-à-dire que tu mets juste la photo de l'hôte, tu es au niveau, on va dire, 1. C'est artificiel ce que je dis, mais c'est pour figurer un peu la chose. Tu rajoutes un commentaire du profil, tu dis voilà, je m'appelle Maxime, je vis à Paris, j'ai 35 ans, 6, 7. J'aime bien, ça enlève presque. J'aime ça, etc. Et là, tu commences à créer quelque chose. Ensuite, tu as le petit badge super hôte dont je parlais. Là, ta courbe, elle continue à monter. Et là, on commence la discussion. Salut, je m'appelle Emmanuel, je viens passer 3 jours à Paris pour découvrir, je sais pas, pour une conférence ou quelque chose comme ça. Et là, la conversation commence à arriver. Si jamais tu mets trop d'éléments dans ta réponse, je ne suis pas sûr que tu crées vachement plus de confiance. En revanche, ce qu'il faut, c'est avoir plusieurs interactions. C'est-à-dire salut, enfin, un vrai échange, en fait. Et là, tu crées un niveau de communication et de confiance qui est très élevé. Et ensuite, tu aboutis à ce qui se passe sur place. C'est-à-dire, tu vas dormir chez quelqu'un. Point. Et en réalité, c'est comme ça, je pense que le fonctionnement est... c'est comme ça qu'on a adapté notre design et notre site pour créer ça, sans avoir besoin de faire des interventions externes, en fait. Okay. Et je pensais aussi à une chose, nous, on a mis en place quelque chose qui est assez intéressant, ça s'appelle le Community Center. C'est-à-dire que ce qui se passait sur place, sur le terrain, des échanges entre les hébergeurs, on a créé ça de manière, évidemment, virtuelle, où sur Internet, on a un endroit, un lieu dans lequel la communauté, les hébergeurs, échangent. Alors en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu en as parlé rapidement, mais Airbnb est né des meet-up. Ouais. Donc les meet-up, c'était des espèces de clubs. C'était des réunions organisées partout en France, dans lesquelles tu réunissais 25 personnes autour d'un employé Airbnb qui, lui, sillonnait la France. Ouais. Et en fait, les gens arrivaient et puis ils parlaient de leurs histoires, de leurs expériences. Ça, c'était donc très, on va dire, terrain, quoi. Donc il y avait une dizaine de meet-up qui étaient organisés par an ? Ah non, beaucoup plus. Il y avait une dizaine de meet-up par semaine qui étaient organisés à peu près. Voilà. Okay. Ça, c'était en 2011-2012. Animé par un employé d'Airbnb. Animé par des gens d'Airbnb, ouais. Qui étaient là pour répondre aux questions sur voilà, le produit est comme ci, ça marche comme ça, etc. Ils animaient, et puis en fait, naturellement, la discussion ensuite se passait sans nous. On a créé ça au niveau, pour scaler un petit peu ça, au niveau de donc, ce qu'on appelait le Community Center. Donc là, il y a des milliers d'hébergeurs en France qui se connectent dessus toutes les semaines et qui vont poser des questions aussi. Mon annonce a été désactivée, est-ce que vous savez pourquoi, enfin, ce genre de questions-là. Et les réponses viennent de la communauté. C'est pas nous qui répondons. Parce que moi, j'ai fait plusieurs expériences de meet-up où j'invitais des hébergeurs. J'en ai même fait un à Nantes l'année dernière.
Il y avait une centaine de personnes, c'était à côté de la place Gralin. Et à chaque fois que je posais la question, en réalité, dans la salle, il y avait des gens qui avaient des éléments de réponse. Et comme c'est vraiment des gens qui connaissent le produit par cœur, parce qu'ils le vivent beaucoup, ils ont des éléments de réponse qui sont parfois plus précis que les miens. Parce que moi, j'ai mis mon appartement sur Airbnb, mais eux, certains, ils le font depuis 6 ans. Donc, la réponse venait vraiment de la salle. Et donc, ce community center est une espèce d'émanescence de ce qui se passait sur le terrain. Ils connaissent parfaitement le process, l'outil, donc ce sont les meilleurs ambassadeurs pour répondre. Et pour compléter, c'est vrai que là, comme il y a une communauté hyper forte, c'est hyper pertinent. Pour des marques qui ont une communauté un peu moins forte, se pose la question, quand vous mettez un opérateur humain en face d'un client, cet opérateur humain, il est fort à parier qu'il n'aura pas toutes les réponses à toutes les questions. Et il est impossible de former quelqu'un à avoir toutes les réponses à toutes les questions. Et donc se pose la question, de base de connaissances pour les marques, comment on fait pour bâtir des bases de connaissances, mais aussi de process, puisque finalement, lié à ça, la difficulté avec la conversation, et je fais une petite digression, c'est qu'elle nécessite quand même une relation en quasi-temps réel. Aujourd'hui, le conso, il ne veut pas attendre, et lié à des chartes peut-être éditoriales, nous, il y a des chartes d'engagement, c'est j'accuse réception en moins de 10 minutes, je réponds effectivement en moins d'1 heure, enfin, on met des objectifs comme ça qui nous permettent de vraiment suivre la qualité des conversations. Et derrière se pose la question de comment une même personne peut avoir une vision si c'est un problème commercial, un problème produit, etc. Et donc on est obligé derrière de penser des process avec des référents métiers pour qu'ils participent collaborativement à la même discussion pour régler le problème ou soutenir, ou répondre à la question. Je crois que chez toi c'est un peu cette problématique. Oui. Et du coup se pose la question de comment est-ce que je mets en place ces process pour qu'il arrive à trouver la bonne réponse rapidement, mais sans que ça dégrade la conversation. Exactement. Et tout ce qu'on déteste dans le service client, de j'ai reçu une réponse type, on m'a mis en attente pendant 3 minutes parce que j'étais en train de chercher la réponse, ou je suis mon script, et quand tu sors du script, je ne sais plus quoi te dire. Donc c'est vraiment c'est une formation continue des conseillers, c'est peut-être penser un peu en dehors du cadre pour trouver des nouveaux moyens de formation, des nouveaux rappels, se servir aussi des technologies pour pousser l'information au bon moment vers le conseiller. Et c'est vraiment quelque chose c'est un enjeu quotidien, ça, la formation. Et de se dire qu'ils reçoivent énormément d'informations descendantes en permanence sur tout ce qui se passe sur les sites, sur tout ce qui se passe dans les collections, tous les bugs qu'il peut y avoir. Mais comment est-ce qu'ils font le tri au moment où ils ont le client, et comment est-ce qu'ils arrivent en 2 secondes à se dire oui, en fait, je fais le lien, ça vient de ce sujet-là, j'ai la réponse, je lui fournis, et en plus, je le fais bien, avec la bonne forme, avec le sourire. Et mon client revient part content à la fin. Et il a le sentiment que j'ai même dépassé les attentes. Je suis allée plus loin que ce qu'il voulait. Et voilà, c'est un client fidélisé derrière. Pour illustrer avec un autre cas, nous, on accompagne Nespresso. Nespresso, quand il lance une nouvelle offre de remboursement ou un nouveau café en France, avant de le lancer, on a toute une logique de quelles sont les questions que le conso, le membre du club, c'est même pas un conso, c'est un membre du club, va nous poser. Pour que 1 heure, allez, même pas, parce que ça arrive tout le temps, c'est-à-dire à peine que l'offre est en ligne, il touche tellement de monde qu'il y a tout le temps des questions. Et en fait, on ne peut pas attendre que le service client n'ait pas anticipé les questions. Et donc, du coup, on travaille de concert avec le service client qui s'occupe des membres du club, quelque chose qui est totalement internalisé chez Nespresso, pour anticiper l'ensemble des questions que les membres du club peuvent poser, pour ne pas dégrader l'expérience client. Ou quand on a un membre du club qui appelle, même après qu'il ait reçu une promotion par email, donc c'est quasi instantané, s'il veut appeler ou chatter, il peut et il aura la bonne réponse dans une expérience client qui est optimale. Et il ne faut pas qu'il soit en face d'un opérateur et dise « je ne sais pas ». Il n'y a pas plus dégradant comme expérience client quand on s'appelle Nespresso que vous êtes avec quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». C'est pas possible. Donc en fait, on est en train de se dire que déjà la conversation, elle génère de la confiance. Là, on est en train de voir comment est-ce que la conversation, et chez Claudie Pierlot, vous avez mis tout en place pour qu'elle puisse générer l'expérience client la meilleure possible. Et d'ailleurs, chez Airbnb, vous l'avez fait de la même manière. Et il y a aussi toute la partie insight. Donc tu parlais du serviciel que le conversationnel pouvait apporter. Donc la conversation va générer de la transaction, va générer du service, donc tout ce qui est autour de l'expérience client. Mais il y a aussi énormément de choses autour de l'insight.
Oui, parce qu'en fait, quand Je ne sais pas si le terme d'insight est d'ailleurs très compréhensible de tous. on va essayer de... En fait, quand on se lance dans le conversationnel, la première raison de se lancer, et comme un annonceur, c'est quelqu'un de très pragmatique, d'ultra pragmatique, il cherche toujours son retour sur investissement immédiat, et il a bien raison. Il se dit, OK, si je mets en place des services plus poussés de conversationnel, qu'est-ce que ça me rapportait? Et donc, on va lui dire, typiquement, ça va t'aider à mieux transformer. Donc, tu as donné un super exemple. Mais au-delà de mieux transformer, la conversation, c'est effectivement un intérêt premier, c'est que ça va nous permettre enfin de réellement écouter nos clients. Parce que, évidemment, ces conversations, qui plus est qu'elles sont écrites, ça nous permet d'avoir des outils qui permettent de comprendre ce que le client a à nous dire. Et si, par exemple, je donne un exemple tout simple, on a 30% des questions qui ont rapport à un produit ou dans la fiche produit, il ne comprend pas, on va se dire que la fiche produit, on l'a mal faite, quoi. Ou à l'inverse, si on a des retours clients sur un super produit, on va se dire, OK, ce produit, il est vraiment populaire. Et donc, en fait, ça permet, ce volume de conversation, il en faut un certain volume, permet d'avoir une température quasi en temps réel sur la voix du client, ce qu'il pense. Voilà. Chez Claudie Pierlot, du coup, vous utilisez aussi ces insights? Oui. Comment? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie de lire un maximum toutes les conversations qu'on a avec nos clients, que ce soit des chats, des appels, des mails, et c'est vraiment de regarder en interne que disent nos clients réellement, et c'est pas seulement des on-dit ou une transcription, mais voilà, d'écouter. Donc vous considérez toutes ces conversations comme étant de la matière brute, et cette matière brute, c'est une richesse en fait. Exactement. Ouais, c'est une très grande richesse parce que ça nous permet déjà de voir ce qui ne va pas en temps réel. Ça veut dire d'être alerté à l'instant T d'un petit bug, de quelque chose qu'il faut corriger immédiatement parce que ça va dégrader l'expérience client sur le site, par exemple. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir des actions un peu plus structurantes sur notre business où on va pouvoir partager avec toutes les équipes métiers, donc les ateliers, la production, le style, tous les retours qu'on peut avoir sur nos pièces. On va pouvoir aussi partager avec les boutiques les commentaires qui sont faits, que ce soit positifs ou négatifs, sur l'expérience dans un point de vente précis et du coup d'avoir une véritable action managériale derrière s'il y a eu un souci. Donc ça, c'est très important pour nous de faire remonter ces informations-là. Et on va aussi essayer d'écouter tout le temps nos clients sur toutes les enquêtes de satisfaction qu'on va mener. Donc on fait des enquêtes de satisfaction au quotidien après chaque contact avec notre service client. Et chaque fois que quelqu'un nous laisse un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, on va lui répondre déjà pour lui dire qu'on l'a bien entendu. Si c'est un commentaire négatif, on va essayer d'aller plus loin, de trouver une autre solution pour pas qu'il parte sur cette image dégradée de notre maison. Et pour que notre cliente comprenne vraiment que chez Claudie Pierlot, dans nos maisons, c'est important, la voix du client est très importante et qu'on va prendre des actions derrière. Et comme quand il nous félicite, on veut lui exprimer combien ça nous touche qu'il ait pris le temps de laisser un commentaire pour nous dire qu'il était satisfait et que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc il y a un rayonnement qui est global, parce qu'en fait tous les départements peuvent améliorer leur process, leur façon de faire. Ça va jusqu'au style en fait. Exactement. Donc ça veut dire que par exemple, on va avoir, imaginons qu'on ait plein de retours sur une même pièce, sur une même matière au cours d'une saison. Moi, je vais transmettre ces remarques aux équipes production, aux équipes style, et derrière, elles vont pour la saison d'après, généralement 2 saisons après, parce que fonctionne en décalé, ça va avoir un réel impact sur les choix qui vont être faits. C'est-à-dire changer, peut-être, on a fait une chemise avec telle matière, finalement, on va en prendre une autre parce qu'on s'est aperçu que ça plaisait moins, que ça se froissait, je sais pas. Comment vous utilisez les insights justement chez Airbnb? Tu me disais que vous ne lisez pas pour le coup toutes les conversations qui ont lieu sur l'application. Alors, assez compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a énormément évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est une autre anecdote qui est un peu plus... C'était en Vendée cette fois. Pardon, c'était pas en Vendée, non, c'était à Nice, et c'était le 14 juillet il y a 1 an et demi. Donc c'était un moment qui était beaucoup plus difficile, évidemment. C'était pendant les attentats, juste après les attentats, sur la promenade des Anglais. En fait, on a regardé, on a compris qu'il y avait eu une augmentation très sensible des conversations entre les hébergeurs et les futurs voyageurs. C'est-à-dire les hébergeurs, les Niçois, sur la plateforme, envoyaient des messages aux futurs voyageurs, notamment d'Amérique du Nord et d'Asie, qui avaient peur, qui étaient un peu éloignés et qui avaient très peur, en les rassurant, en leur disant « mais vous inquiétez pas, la promenade est toujours ouverte, les terrasses sont là, on est là, venez ». Et donc en fait, déjà nous, on a vu que ça avait permis contrairement
aux attentats de Paris quelques mois plus tôt, ça a permis d'atténuer énormément la baisse de réservation, les annulations surtout, et ça a permis de rassurer encore plus, donc de créer encore plus de choses. Ça, c'était un insight qui était pour nous assez fondamental. Et il y a un autre insight qui était très important, c'est que les expériences, la nouvelle activité qui a été créée par Airbnb il y a 1 an, les expériences, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement de donner la possibilité aux gens qui n'ont pas de résidence principale, enfin qui sont ni propriétaires ou qui ne peuvent pas sous-louer leur résidence principale, de pourquoi pas partager autre chose sur Airbnb, et en l'occurrence leur passion, leur métier, etc. Donc en fait, on va potentiellement passer 2 heures avec quelqu'un qui va nous donner un cours de surf à Los Angeles. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une expérience, qu'on fait sur place. Et les expériences, en fait, ça vient des hôtes. Ça vient des retours de la communauté, des hébergeurs. Parce que les hébergeurs, avant qu'on commence à le faire, nous, le faisaient eux-mêmes, naturellement. Et c'est des retours qu'on avait, en disant mais comment est-ce qu'on pourrait, dans le produit, indiquer facilement que moi, je propose d'aller faire un jogging sur la plage tous les dimanches matins, ou que je propose le petit déjeuner, ou que je propose de faire une visite du Golden Gate, etc. etc. Et donc, c'était dans le Community Center, par exemple, que vous avez, dans le Community Center, ouais. Dans les meet-up, dans énormément d'insights qu'on récupérait, des discussions qu'on avait avec eux. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée de l'expérience, qui est quand même un pilier d'activité pour Airbnb aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important de rester... En fait, je pense que même pour une mode comme la nôtre, on est présent dans 195 pays. En France, il y a 13 millions d'utilisateurs, 500 000 annonces. C'est facile de perdre contact. Il faut rester en contact le plus régulièrement possible. Et c'est pour ça que j'avais créé, c'est ce que je te disais aussi, on a créé à Paris ce qu'on appelle un community board. On est une plateforme, nous. Nous, on est une plateforme. Donc, on a 500 000 personnes qui mettent leur hébergement, 13 millions de personnes qui vont voyager dans le monde ou en France avec ça. Et c'est libre, c'est une plateforme qui est complètement libre. Mais il faut quand même comprendre ce qui s'y passe. Et notre plateforme, elle est très variée. C'est-à-dire que j'ai des hébergeurs qui sont ruraux, urbains, qui ont 18 ans, qui ont 75 ans. Il y a des agriculteurs, il y a des jeunes familles, etc. Il y a tout. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut rester en contact. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Community Board. C'est un groupe d'une 50aine de personnes qui sont représentatifs de cette communauté, qui ont postulé pour faire partie de cette équipe. L'équipe s'appelle Accueillir en France, qu'on réunit une fois tous les trimestres et qui me remontent des feedbacks, qui me disent il y a ça, ça marche pas. Et moi, je passe du temps avec eux en réalité, et c'est une journée d'infusion d'informations, quoi. Voilà. Pour de l'amélioration, pour de la création de nouveaux services. Et même pour des idées, oui, exactement, pour plein d'idées. Même marketing, ils nous disent mais pourquoi est-ce que votre tagline marketing l'année prochaine ne serait pas... Et c'est là où ça devient assez intéressant, parce qu'il y a plein de choses qui résonnent. Ils vivent tellement la marque. En fait, le client est au cœur, mais aussi au cœur de tout ce qui est en train de se créer et au cœur de toute l'effervescence de la marque. Tu as l'exemple aussi avec Brian, qui a fait un appel sur Twitter. Ce que tu me rappelles tout à l'heure. Brian Chesky, qui est un des fondateurs, il y a 3 fondateurs d'Airbnb, et lui, c'est en l'occurrence aussi notre CEO, a envoyé un message sur Twitter il y a 3 mois en disant « On va créer un programme de fidélité pour les voyageurs. Qu'est-ce que vous voulez ?» Appel à Insight. Salles de sport, des accès à des salles de sport, des coupons de voyage, voyager moins cher, une capacité à appeler un service client 24/24 et avoir 30 secondes de temps d'attente minimum, enfin ce genre de choses, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-nous. Et alors ? Il y a eu un gros engagement sur le tweet, évidemment. Gros succès. Et l'équipe qui est en charge de mettre en place ça, c'est le terreau de la réflexion de cette équipe-là. Ouais. C'est toutes les réponses. Chez Exprime, je crois que vous avez aussi une activité de community management. Oui. Et tout ça, c'est de la matière aussi que vous utilisez pour faire des nouvelles précos à vos clients. On va même au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a intégré le fait que la conversation était quelque chose qui était un élément à part entière de l'expérience client, on ne parle plus du coup, quand vous êtes en support via les médias sociaux, on ne parle plus de modération. Voilà, il y a des boîtes qui étaient spécialisées en modération. Dans la modération, ça manque d'intelligence, ça manque d'expérience client, parce que finalement, on va être là pour modérer des choses, des propos racistes, voilà, ce qu'on peut trouver sur Internet. Dès qu'on est dans la conversation pour l'expérience client, il faut augmenter le niveau et avoir des gens qui sont à la fois formés à la marque, qui sont à la fois formés aux outils et qui ont cette notion de marque. Donc effectivement, une partie de nos clients travaillent avec nous sur ce point-là, puisque
et on va se poser notre question après, c'est comment je fais pour monter en puissance, parce qu'il n'y a pas assez de community managers sur la Terre si tout le monde veut parler avec quelqu'un en vrai. Donc c'est là où on introduit les logiques de chatbot pour automatiser certaines conversations ou des premiers niveaux de conversation pour économiser du temps. Un exemple concret, si vous voulez avoir un support avec une marque automobile aujourd'hui, on vous demande bonjour, on est capable de savoir si votre demande c'est du support. Si c'est du support, avant même de vous poser n'importe quelle question, on va demander votre nom, votre prénom et votre numéro de châssis. Donc ça, est-ce qu'un humain a besoin de poser cette question 10 000 fois par jour? La réponse est non. Si on met un robot qui fait ça, l'humain il intervient juste après et on garde à l'humain toute l'intelligence. Donc ça c'est le premier point, effectivement. On aide les marques sur cet aspect-là à ramener un peu d'intelligence et à supporter ce community management avec des équipes. Mais au-delà de ça, on utilise aussi la conversation, puisqu'on disait tout à l'heure que c'était un outil pour augmenter le panier moyen et augmenter le taux de conversion. C'est aussi un super outil de service qui améliore la fidélité. Je ne sais pas vous, mais moi, si à minuit et demi, quand j'ai envie, enfin pas moi, mais imaginons ma femme, a envie de s'acheter une robe à minuit et demi sur Claudie Pierlot et qu'elle sait qu'il y a une styliste ou quelqu'un qui pourra l'aider, elle aura plus tendance à venir chez Claudie Pierlot qu'elle est ailleurs, qui n'a pas de ce styliste ou une passionnée qui répond. Donc ça amène du service et par ce service, ça amène une opportunité de communication. Parce qu'imaginons que cette styliste qui soit sur Claudie Pierlot, ça soit, j'y connais rien, mais on va pas aider tout à l'heure, mais la nana d'M6, la Cordula, imaginons qu'elle soit hyper attractive. Vous faites une pub auprès de vos clients en disant, écoutez, de minuit et demi à 6 heures du matin, vous avez cette styliste qui est disponible en ligne sur Claudie Pierlot. Et finalement, ce service devient une opportunité de communication qui attire du conso chez vous et vous faites la différence. Voilà. Par du service, par de l'utilité. Et ça aussi, on produit ce genre d'opération de communication pour nos clients pour amener de la valeur, finalement. Ouais, ça, c'est les tout premiers clients qui se sont lancés sur l'utilisation des experts passionnés pour se dire, en fait, c'est un moyen de scaler. Tu parles du bot, mais il y a aussi en fait, la création d'une communauté qui est présente. Totalement. Et en fait, qui, elle, est la mieux placée, parce que qui de meilleur ambassadeur qu'un client convaincu. Et du coup, Mano, par exemple, aujourd'hui, communique clairement là-dessus. Et donc, il y a d'autres marques chez qui commencent à percevoir effectivement l'opportunité de communiquer sur ce type de service. Totalement. Et ces clients experts, ça peut être demain pour vous des blogueuses, des gens qui vont répondre indirectement. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Vous y avez pensé chez Claudie Pierlot ? Oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit aussi. Mais je pense que parmi les experts qu'on a actuellement, c'est clairement plus que des passionnés, certains. Ouais. Enfin, il y en a, et je pense qu'elles achètent très, très, très régulièrement nos vêtements. C'est une manière de se refaire. Voilà. Et quand elles disent à la cliente ah mais allez-y, prenez cette taille-là, moi je l'ai pris dans cette taille, ça me va, je vous conseille de mettre ça avec. Et j'ai vu des mini-relations se nouer entre des clients et des experts. Ouais. Où elles se retrouvaient 2 semaines après sur le chat, elles avaient échangé leurs adresses mail et la discussion continuait ailleurs, mais toujours à propos de nous. Bon, on peut prendre quelques questions de la salle, parce qu'il y en a pas mal. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours en poser. Il reste quelques minutes. Vous avez le lien, je crois, sur votre badge pour poser vos questions. Donc, pas mal de questions autour, évidemment, de la communauté d'experts qui a été sélectionnée pour répondre aux questions des visiteurs sur Claudie Pierlot. On me demande quelle est la rentabilité associée au choix de passionnés qui chattent à la place de conseillers professionnels. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous portez une attention, le ROI ? Bien sûr, c'est évident parce que c'est un investissement de faire chatter des experts. Est-ce que tu veux ou peux donner quelques infos sur la rentabilité ? Je ne peux pas donner de chiffres, mais elle est très bonne. Donc on continue d'investir. Et ce que je peux dire, c'est que par exemple, en période de forte opération commerciale, on avait jusqu'à plus de 600 conversations par semaine faites par des experts sur du 24-24. Donc très intéressant, avec des très bons taux de conversion. Côté pro, habituellement, c'est combien de conversations ? Alors côté pro, on est tourné plutôt autour de 200 dans la semaine. D'accord, 3 fois plus de contacts traités par les agents. Je peux poser une question complémentaire. Mais je vous en prie. Donc j'imagine que tu t'y retrouves en termes de financier, mais en termes de qualité, tu t'y retrouves aussi, j'imagine. Oui, je m'y retrouve. Et ça, on fait très attention. C'est aussi pour ça qu'on lit quasiment toutes les conversations faites par les experts. C'est pour pouvoir les guider aussi au quotidien et pour s'assurer de la qualité de leurs réponses, évidemment. Ça, Et on regarde leur taux de satisfaction. En moyenne, on est à plus de
90% de taux de satisfaction sur les conversations des experts. Donc au moins aussi bonne que les agents pro. Exactement. Et du coup, Voire il y a une meilleur question aussi à ce propos, c'est comment est-ce que cette communauté d'experts est-elle sélectionnée et comment est-ce qu'elle est formée? Alors, elle est sélectionnée donc déjà en partie par eAdvice. Et ensuite, donc, il y a des questionnaires qui sont faits sur la passion, donc sur la mode, voilà, avec quelques questions générales. Et ensuite, on pose 3 questions aux experts auxquelles ils doivent répondre sous forme de chat. Et donc, nous, on va analyser ensuite leurs réponses et on va décider donc, de ceux qu'on pense qui vont mieux représenter notre maison, qui ont par exemple le meilleur vocabulaire, qui vont le mieux gérer les codes du chat aussi. Donc, par exemple, je ne mets pas des points d'exclamation partout, j'écris par majuscule, enfin voilà, des basiques. Et ensuite, on a fait des modules de formation qu'on va transmettre aux experts pour les onboarder avec les informations essentielles sur notre site. Et on va avoir aussi quelque chose de formation continue, c'est-à-dire que toutes les semaines, on va faire des publications sur ce qu'on appelle le live feed, donc une interface avec lequel on peut discuter avec les experts, où on va leur poster donc les dernières nouveautés, les informer sur les opérations à venir, sur les mécaniques, répondre à toutes leurs questions. Et donc ça va se faire un peu au quotidien. Les actualités commerciales, Exactement. les actualités produits. Voilà. Et du coup, on me demande si c'est pas trop long cette phase de formation. Donc, du coup, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des passionnés, c'est un petit peu la base Voilà. de la sélection de ces experts. Donc, on n'a pas besoin de les former Enfin, ils connaissent les pièces. Ils connaissent les codes de nos maisons en général. On va les former au Ils maîtrisent discours. parfaitement bien l'univers Crédit Pierlot, ils connaissent les produits. Oui, ils connaissent peut-être moins le fonctionnement du site dans le détail de j'ai un compte, j'ai pas de compte, voilà. Mais sur les pièces, on n'a pas besoin de les former. On va leur dire attention, il y a cette nouveauté qui va sortir. Ou on va sortir telle capsule. Voilà des idées de look, par exemple, des choses comme ça. Mais donc l'onboarding, il se fait assez rapidement en réalité. Combien de temps ça a pris entre le moment où vous avez décidé de mettre en place cette communauté et le moment où elle a été active sur le site? Je dirais le temps de la sélection, de l'onboarding, 1 mois. Donc c'est assez rapide. Ouais. Ok. Oui, une autre question, on passe un peu du coq à l'âne, mais sur on parle du coup du conversationnel et de l'opportunité que ça représente pour les marques et de l'impact que ça peut avoir dans les organisations. Quelques personnes dans la salle se posent la question de savoir à qui finalement doit être rattachée idéalement la relation client. Quel type de modification est-ce qu'on voit? Donc là, il y a un choix qui a été fait chez Pierlot. Justement, c'est un problème chez plein de clients, c'est qu'on se retrouve avec des luttes de clocher en disant est-ce que c'est au digital, et déjà que le digital a eu du mal à trouver sa place et on l'a toujours pas trouvé, est-ce que c'est à la com, est-ce que c'est au marketing? Finalement, c'est tellement je crois qu'on l'a montré avec des exemples, c'est tellement transversal que parce que la conversation, elle touche à la com, elle touche au market parce qu'elle influence sur le produit, elle peut même toucher s'il y a un département CRM data, elle touche à ça, puisque c'est intéressant que les conversations à propos d'un conso remontent dans sa fiche consommateur. Donc finalement, il n'y a pas de réponse de mon point de vue, il n'y a pas de bonne réponse à ça, si ce n'est il faut maintenir une certaine transversalité. Et c'est pour ça que dans peu de clients aujourd'hui, mais dans les clients de demain, on a des directions de l'expérience client ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus des responsables transversaux dans ces silos. Voilà, ça, c'est ma réponse. Super. Un dernier mot avant qu'on clôture. Alors, non, mais là-dessus, c'est assez intéressant parce que chez nous, on a 2 clients en fait. On a le voyageur et l'hébergeur. Et donc, en réalité, on ne peut pas ne pas être transversal. Et chacune des organisations, que ce soit celle qui communique avec l'hôte et celle qui communique avec le voyageur, a son équipe community success, entre guillemets, qui est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait, et dans l'expérience aussi. Enfin, c'est un 3e type de client finalement. Et donc, ça c'est le propre aux plateformes en réalité. Et donc, on a intérêt à avoir chacune. Il y a une équipe en mode vigie qui regarde ce qui se passe à travers l'ensemble de nos segments. Et au sein de chaque segment, une équipe qui travaille avec le produit, le design, les ingénieurs et les marchés pour s'assurer que tout est à peu près, même complètement aligné. Et parfois, on a un voyageur qui est aussi hébergeur, même souvent. Donc on se retrouve avec des croisements, avec des personnes qui sont pile au milieu, et donc on va contacter, et parfois c'est un voyageur qui est hébergeur et qui en plus fait une expérience. Donc on a vraiment, et là c'est one face to customer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il y ait 5 personnes qui lui parlent. Donc c'est là où il y a la synchronisation est très intéressante, et je trouve que pour le coup effectivement on a poussé
ça assez loin chez Airbnb récemment et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, je vous remercie beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir.